Amis du MAG, amis de BM, aujourd'hui, une fois de plus, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Jacques Matana Mamboyo, notre analyste maison, qui va nous parler de la semaine en politique en RDC. Il y a eu trop de soubresauts, trop d'événements, entre autres la visite des politiciens, aussi de la société civile représentée par son église à Bujumbura et tout ce qui est en train d'arriver sur la scène politique congolaise. Nous recevons aujourd'hui Jacques Matana Mamboyo, un habituel d'Africa TV Network. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour mon cher frère Blaise. Alors, la semaine qui a commencé par le départ, une invitation du président Évariste Ndayishimiye, président de l'Union africaine. En cette qualité-là, il a fait venir et les opposants et l'Église au niveau catholique, protestante, comme des réveils au niveau du Burundi. Quelle est votre interprétation de cette visite-là qui, en quelque sorte, un peu ralenti la machine de l'opposition qui devait, en principe, organiser des marches qui devaient s'aboutir par les renversements des pouvoirs parce qu'ils avaient prévu d'aller à la cité de l'Union africaine, siège de la présidence de la République, pour chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Parce que, selon eux, il a violé intentionnellement la Constitution. Alors, comment vous interprétez cette visite-là des opposants chez Évariste Ndayishimiye? Je vais commencer par dire que ce qui s'est passé là est quelque chose d'inédit. Ok. Quelque chose d'inédit dans l'histoire, dans les 66 longues années de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Qu'un groupe de personnes prétendument de l'opposition disent et se mettent en ligne pour aller marcher au niveau de la résidence et au niveau du bureau du chef de l'État, président de la République, pour dire qu'ils viennent démarrer, qu'ils viennent, réclamer sa démission. Je dis, c'est vraiment inédit dans l'histoire du Congo, on n'a jamais vu ça. Dans l'histoire du Congo où nous avons un fait important, parce que je voudrais essayer de m'appuyer énormément sur ce qui constitue les faits les plus importants et les plus déterminants de l'histoire du Congo post-colonial. Et quand il faudra faire allusion à ce que l'histoire du Congo pour l'époque coloniale, je le ferai remarquer. Mais si je prends pour la période post-coloniale, c'est inédit. Inédit. Nous avons connu un Rwandais, je dis bien un Rwandais, président de la République démocratique du Congo, en l'occurrence Hippolyte, l'extrémiste génocidaire rwandais Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Et alors que des témoignages fusaient de partout pour laisser entendre qu'il a contribué à tuer plus de 20 millions de populations congolaises, alors qu'au niveau de la ville de Kinshasa, capitale, on retrouvait des charniers partout, des trous où on avait enterré des centaines de Congolais, il y en avait partout. Jamais on a vu une personne comme Fayoulou dire qu'il va aller faire des marches parce qu'il y a des charniers, parce qu'il y a 20 millions de morts. Et aujourd'hui, alors que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de se battre pour pouvoir concourir à ce vide, à cette extermination massive, ces crimes contre l'humanité perpétrés contre notre mère patrie du Congo, on voit un ancien génocidaire du RCD qui
se met avec d'autres pour dire qu'ils vont aller faire partie le président, parce que, en fait, son idée, c'est de faire revenir au pouvoir le RCD avec Paul Kagame et ses amis pour pouvoir... Donc j'ai dit, malheureusement, me semble-t-il, Oui. quand nous débattons de la problématique du génocide congolais, des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés au Congo, de l'extermination des populations congolaises, nous ne, nous n'intégrons pas ces monstruosités, ces abominations, nous ne les réintégrons pas dans l'histoire de notre pays. Et j'ai dit ça, c'est une grosse, ça c'est la plus grosse erreur que nous faisons. J'ai suivi dernièrement sur une de nos radios en ligne un professeur d'université qui parlait, qui faisait allusion à l'historique de la Constitution, et il partait du lendemain de l'indépendance, et il a raconté, un professeur d'université, il a raconté des âneries impossibles, inconcevables. Donc j'ai dit, l'ignorance que nous avons de l'histoire de notre pays fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes un peu relativement ou sensiblement avancés en âge par rapport à l'immense majorité qu'on appelle jeunes, c'est-à-dire que nous sommes en train de tromper les jeunes, on est en train de mentir aux jeunes, on est en train de présenter une histoire, un vécu national qui n'a jamais existé. Et dans l'erreur où nous sommes en train de plonger la jeunesse, en tout cas, je pense que nous sommes en train d'hypothéquer, comment dire, le devenir, le meilleur devenir, le meilleur avenir de ces jeunes au Congo. Donc, j'ai dit, pour répondre à votre question, j'ai dit, c'est là que vient intervenir le président de l'Union africaine, le président Ndayishimiye, et qu'il y a une rencontre qui se fait, comment dire, au Burundi. Et j'ai dit, quand je suis un peu le recoupement des comptes rendus de ce qui s'est passé comment dire, au Burundi, ce que je veux dire là, je vais le dire aussi pour la partie officielle, c'est-à-dire pour la partie, comment dire, des tenants du pouvoir. C'est-à-dire que nous faisons une présentation, nous faisons une analyse de la situation actuelle comme si c'était une situation qui sortait en fait de 66 longues années ininterrompues de la vie nationale congolaise. C'est extrêmement grave, de sorte que quand nous présentons les choses comme nous les présentons avec extrêmement de faiblesse qui, au bout du parcours, font que les jeunes peuvent encore aujourd'hui se laisser tromper, se laisser abuser, alors qu'en fait, en se laissant tromper, en se laissant abuser, ils sont en train de creuser leur propre tombe, leur propre avenir est compromis et totalement bafoué. Et c'est des pires lendemains qu'on est en train de préparer. Donc j'ai dit, c'est dans ce contexte que je vais inscrire, comment dire, l'invitation du président Dadae à... Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye du Burundi. Plutôt, Ndashimiye, sorry, je m'excuse, Ndashimiye, son invitation, comment dire, à nos gardes de l'opposition pour, comment dire, au Burundi. Alors, quand ils vont au Burundi et qu'ils reviennent du Burundi, on se rend compte que, en fait, on n'est pas plus avancé avant le départ de Burundi qu'après le départ de Burundi. C'est-à-dire que l'opposition de Paul Kagame au Congo, l'opposition de l'extrémiste Hippolyte Kanambe au Congo, donc les Fayulu et les autres, en fait, on se rend compte qu'ils reviennent du Burundi, en fait, en se maintenant, en confirmant leur allégeance aux extrémistes génocidaires rwandais et essayer de parfaire leur ouvrage.
Donc, j'ai dit, ça fait un gros pincement au cœur, mais voyons voir un peu comment le reste de la suite des événements va venir. Je suis très content de voir que nous arrivons à l'échéance fixée par le président américain Donald Trump. Et à cet effet, je voulais dire quelque chose d'extrêmement important que Oui. malheureusement, nous, Congolais, nous ignorons. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'implication du président Donald Trump, avec l'ultimatum qu'il a donné, avec le génocide de Paul Kagame et de l'extrémiste génocidaire rwandais Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Mes chers amis, ce n'est pas la première fois que cela arrive, que par rapport à la mise à feu et à la mise à sang du Congo, la mise en sang du Congo, on puisse s'adresser aux Américains et que les Américains sont ceux qui viennent en fait pour concourir, pour jouer le rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, le plus déterminant pour conclure cette affaire-là. Si vous me permettez, je termine par là, parce que Allez-y. en 1904, et je suivais un peu l'erreur, enfin l'ignorance de notre professeur à l'université à Kinshasa, qui ignorait que le roi Léopold II a dû, comment dire, libérer le Congo. Il a été chassé du Congo consécutivement à l'adoption de la résolution Cabot-Lodge. C'est grâce à la résolution plutôt adoptée à l'unanimité par le Sénat américain que le roi Léopold II a été exclu du Congo. Ils ont voulu habiller, les Belges ont voulu habiller ça en disant qu'on a cédé le Congo, comment dire, au Royaume de Belgique. Non, il a été chassé par le Les Sénat Américains. américain, OK. mais qui a préféré que la question soit réglée au niveau interne américain, plutôt interne belge, en faisant passer la colonie, plutôt l'État indépendant du Congo, propriété du roi Léopold II, le faire passer, comment dire, au Royaume de Belgique. Donc voilà un peu, pour répondre à votre question, les éléments que je mets ensemble. C'est une problématique très profonde, devrait être plus long, mais enfin, je pense que là, je donne quelques orientations qui permettent de mieux apprécier la question. Alors, beaucoup d'analystes pensent que la Cinco se voit pris un peu au tournant de l'histoire de dialogue parce qu'ils voulaient être je vais dire, les facilitateurs du dialogue. Malheureusement, ce qu'on constate est que ils ont été aussi considérés comme une partie de la société civile. Alors, ils ont développé des contacts diplomatiques qui sont allés à Brazzaville rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, que le président Tshisekedi avait vu les jours qu'ils allaient au Burundi. Quelle est votre analyse par rapport à cette posture-là? Pensez-vous qu'ils sont les ayants droit si dialogue il y a, qu'ils appuient sur les auspices? Parce qu'apparemment, ce qui est à préconiser, c'est le dialogue sur l'Union africaine après la guerre. Oui, ce que je me dois de dire à ce sujet par rapport au questionnement que vous présentez, c'est de faire savoir ceci. Et j'ai dit malheureusement, la prétendue opposition, la fameuse opposition rwandaise, congolo-rwandaise, la fameuse opposition congolo-rwandaise de Paul Kagame au Congo avec Sesanga du RCD Rwanda, Fayulu et consorts. J'ai dit, ce qui arrive, c'est que ces gens sont amnésiques, ils ignorent qu'il y a eu un dialogue véritablement intercongolais au Congo, il y a eu un La dialogue CNS. véritablement intercongolais, la conférence nationale souveraine, qui a connu, qui a été, comment dire, bloqué, qui a été tenu en échec. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les rapports de ce dialogue national véritablement intercongolais, il n'y avait pas des Rwandais, il n'y avait pas des, comment dire, des génocidaires rwandais, je veux dire. Il y a 20 rapports pour les 20 commissions qui se trouvent aujourd'hui dans l'immeuble de la Cinco.
tel que laissé par Monseigneur le Président, dire Monseigneur Mosengo, des rapports, c'est-à-dire que près de 2 ans de travail qui a coûté énormément d'argent au Trésor national. J'ai dit, il y a eu un dialogue national intercongolais qui a été, tenu en échec. Et si je peux rajouter quelque chose qui pourrait ressembler à une parenthèse, mais c'est une réalité, au terme de ce premier dialogue national véritablement intercongolais, nous avions une personnalité qui s'appelait Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui était coprésident de l'UDPS, qui avait été désigné pour concourir à la gestion de la période de transition qui allait, donner lieu à la poursuite de notre pays. Et en fait, c'est l'exacerbation au plus haut niveau des survenus consécutivement à la mise en échec de cette conférence nationale, qui en fait a permis à un groupe de génocidaires étrangers, accompagnés par les complices de la mise en échec de la conférence nationale souveraine, je pensais, c'est l'addition de ces éléments qui a fait que nous avons été conduits justement au génocide rwandais de Paul Kagame et de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila et consorts, et nous amène à ce que nous vivons aujourd'hui. De sorte que si l'on doit parler, d'un dialogue véritablement intercongolais aujourd'hui, on ne peut pas, à moins de trahir l'histoire du peuple congolais, à moins de trahir le peuple congolais, on ne peut pas envisager d'aller à un dialogue sans dire que nous allons aller à un dialogue pour parfaire le processus, du dialogue national véritablement intercongolais survenu à l'époque. Et je me dis, comme par hasard, nous avons aujourd'hui un autre qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Je n'ai pas été là pour, qu'il devienne président, mais quand je fais mon analyse critique, je me dis, nous avons là une conjonction de faits, une conjonction d'éléments qui font que aujourd'hui, s'il faut parler du dialogue national véritablement intercongolais, on ne peut pas dissocier cela à la réalité de la conférence nationale souveraine, laquelle réalité inéluctable de la conférence nationale souveraine reposait aussi sur l'extrême nécessité, l'extrême et urgente nécessité à l'époque déjà de pouvoir changer des constitutions, pas réviser, mais changer des constitutions. Mais dans l'entretemps, après le dialogue national véritablement intercongolaise de la conférence nationale souveraine, nous avons connu, une occupation du territoire national, une occupation armée du territoire national congolais. Et quand j'en parle comme un contemporain des faits, parce que j'ai été en Ouganda 3 ans avant que la fameuse occupation du pays venue. Et j'ai dit, tous ces mondes-là qui se disent opposants aujourd'hui n'ont jamais été là-bas. Ils ne connaissent absolument rien de la personnalité réelle de la fameuse, occupation génocidaire de la mère patrie République démocratique du Congo par justement Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, l'extrémiste génocidaire, et son oncle Paul Kagame. Donc je dis, quand nous prenons en compte ces éléments-là, nous essayons de le faire accompagner par l'implication de la Cinco, et j'ai dit, c'est là où ceux qui feront peut-être l'analyse de notre entretien d'aujourd'hui pourront avoir une meilleure compréhension de la question,
parce que la Cinco, l'Église catholique au Congo, n'en est pas à sa première complicité par rapport à un génocide congolais pour pouvoir, concourir à laisser l'étranger tuer, non seulement tuer les Congolais, mais s'investir dans le pillage, l'extrême pillage du patrimoine national congolais. Parce que l'Église catholique congolaise, qui est l'héritière de l'Église catholique belge, qui aujourd'hui encore opère sous les instructions, sous les ordres de l'Église catholique belge, aujourd'hui encore, cette Église est en train de faire ce que l'Église catholique belge a fait de 1890 à 1910, quand le roi Léopold II a tué plus de 15 millions de Congolais, avec l'appui de l'Église catholique belge qui était au Congo et qui est en fait le père nourricier ou la mère nourricière de l'actuelle Église catholique. Et quand j'entends les gens, nous parlons beaucoup des Français qui soutiennent, comment dire, Paul Kagame, qui font des choses comme ça, mais j'ai dit, on oublie de dire que c'est en synergie la France et la Belgique. On oublie de dire que l'implication de la rébellion, comment dire, dans l'extermination des populations congolaises, dans les crimes contre l'humanité perpétrés à la plus grande échelle dans le nord-sud du Congo, et même d'ailleurs avec ses incidences sur l'ensemble des difficultés qu'il y a à gérer le pays, nous oublions souvent de dire que il y a la responsabilité, la partie prise de l'Église catholique congolaise et sa bretelle Cinco. Nous oublions de dire que la Belgique est mêlée. Parce que quand on dit que voilà, 100 millions, 20 millions ont été envoyés par l'Union européenne au Rwanda pour parfaire l'extermination massive, pour parfaire le génocide, les crimes contre l'humanité perpétrés par Paul Kagame, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. On oublie de dire que toutes ces opérations se passent à Bruxelles et que sont ceux qui sont en train de gérer. Mais pour éviter, en fait, que nous posions le problème que nous posons aujourd'hui, dire que les Belges sont en train d'amener l'Europe à rééditer les malheureux, les très malheureux, l'extrêmement malheureux exploit du génocide de 1890 à 1910. Donc j'ai dit, il y a là des traquenards ou des pièges qui sont tendus au Congo, à notre mère patrie, à notre élite, de manière à ce que quand nous interprétons ces faits-là, eh bien, nous les interprétons de la manière la plus maladroite, de sorte que les gens qui opèrent comme ça sont à l'aise. Et nous sommes très contents de savoir que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient aux États-Unis où nous nous trouvons pour pouvoir aider, comment dire, la séance de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous aimerions vivement qu'à cette occasion-là, que nous puissions, comment dire, en appeler à la jurisprudence qui a prévalu en 1904 quand le Sénat américain, démocrates et républicains réunis, ont adopté à l'unanimité la résolution Cabot Lodge qui a permis de résoudre le drame précédent du génocide congolais perpétré par l'État belge, accompagné avec la complicité de l'Église catholique au Congo à l'époque, tout comme cela se fait aujourd'hui avec ce génocide perpétré par qui se fait aujourd'hui, je pense, 140 ans plus tard, plus d'un siècle plus tard, l'Église catholique noircie, parce qu'à l'époque c'était des Blancs, des Européens, maintenant avec des Noirs, l'Église catholique noircie, si je peux me permettre l'expression, eh bien, ils sont en train de refaire la même chose et on pourrait en arriver à se demander, est-ce que c'est là l'image de l'Église catholique au Congo?
c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, les génocides, les pillages des ressources économiques congolaises. Et j'ai dit, ça, ce sont des questions que nous devons nous poser et ce sont des éléments que nous devons placer dans le débat qui se fait aujourd'hui, de manière à ce que les jeunes nombreux à qui on va donner $1, à qui on va donner $5 pour venir à la manifestation, tirer profit des tensions sociales qui prévalent au pays depuis le meurtre de Lumumba, avec la complicité de l'Église catholique, et qui a fait que pendant 66 années, il y a eu la descente aux enfers du Congo, et aujourd'hui nous avons des jeunes qui ont un avenir totalement compromis, alors qu'il nous faut plutôt amener ces jeunes à apprendre les véritables causes, les véritables motifs de la mise à feu et à sang du pays, qui fait qu'aujourd'hui, leur avenir est compromis au point où il est compromis. Donc j'ai dit, le débat est profond et j'espère que nous pourrons encore nous retrouver dans les prochains jours pour revenir encore en force sur cette problématique. La problématique d'en appeler aux jeunes Congolais de comprendre les enjeux et de les préparer à s'investir, à s'engager dans l'action politique, c'est-à-dire poursuivre le processus historique congolais qui est passé par la conférence nationale souveraine, le dialogue véritablement intercongolaise, et voir maintenant comment nous pouvons les aider à se positionner mieux pour venir reprendre le flambeau et conduire, le meilleur devenir de la nation, le devenir de la mère patrie, République démocratique du Congo. Alors, Jacques, je ne sais pas si vous avez suivi M. Jacques, un jeune Congolais, exilé en Belgique, qui s'appelle Pierre Loara. Il a réussi M. André Flao, qui lui a surpris. L'homme a, contrairement à lui, Michel, loué le développement qui se fait au Congo. Il n'a pas voulu être traîné parmi les gens qu'on loue en Occident, n'est-ce pas, pour salir le régime au niveau de Kinshasa. Il a été très clair disant que Félix Tshisekedi a remis les pays dans le Conseil des Nations, alors que Kabila l'a resté de manière fermée. Les journalistes ont tenté par cette tournure pour l'amener à critiquer. L'homme n'a pas critiqué. Est-ce que vous pensez que le message qui est en RDC commence à percer dans l'Occident? Je ne sais pas, c'est ce qu'il y a. Par les Occidentaux, il y en a qui sont moins tendres à la cause congolaise, ou c'est une hypocrisie politique ou une posture politique peut-être que conjoncturelle. Je pense, à mon humble point de vue, qu'il y a un travail très important à faire par la diaspora. Bien sûr, le débat va rester. Il ne faudrait pas chercher l'unanimisme, que tout le monde soit d'accord à 100%. Mais j'ai dit, la diaspora qui fait une lecture du genre de celle que je suis en train de faire, qu'il puisse justement, accentuer la démarche telle que l'a fait tout à l'heure l'ancien ministre de la Défense belge, faire comprendre que la venue au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi a permis de pouvoir effectivement réhabiliter le Congo, en ce compris la tragédie vécue au Congo, au niveau de l'échelle internationale. Je vous dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, mais nous sommes en train d'attendre un peu quand il aura à présider très bientôt, dans quelques jours, dans moins de 2 semaines, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons entendre ce qu'il va dire. Et ça va être un élément important parce que, comme je disais tout à l'heure, pendant près de 30 ans, on a trompé l'opinion internationale sur ce qui se passe au Congo. Donc, j'ai dit, les crimes contre l'humanité de l'envergure de ce qu'a perpétré Adolf Hitler
tels que perpétrés par, comment dire, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila et son oncle Paul Kagame. Mais et même déjà à l'époque, les Nations Unies n'ont pas abordé cette question. Pour le moment, nous avons eu par exemple le rapport Mapping qui a brossé la situation avec beaucoup de clarté, mais nous avons aussi le secrétaire général des Nations Unies à l'époque qui disait « Ah non, nous on ne peut rien faire contre le Rwanda parce qu'ils ont des armes sophistiquées et que les Nations Unies puissent... il y a une expression qui le dit, je vais un peu reprendre l'expression, mais essayer de le prendre de manière positive. Les Nations Unies s'est déculottée pour dire que les Nations Unies, l'organisation des Nations Unies, Guterres, je me rappelle. Donc la planète entière, oui, s'agenouille devant Kagame. Ils disent que Kagame est armé à tel point que les Nations Unies ne peuvent pas le faire. Et aujourd'hui, nous voyons qu'avec l'arrivée du président Donald Trump, nous voyons que la nouvelle influence américaine amène aujourd'hui le Congo à venir, sur ce podium, pouvoir apporter des questions qui vont changer beaucoup de choses dans le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons entrepris une démarche pour pouvoir obtenir, qu'il plaise à Dieu, de pouvoir partager une modeste contribution par rapport au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport justement à cet instant extrêmement important, je dis le plus important, l'un des plus déterminants du devenir du Congo. Donc, je suis à New York, j'habite New York, je vis à New York, et ça serait vraiment une excellente opportunité pour moi pour pouvoir effectuer cela. Et je pense que quand vous allez le relayer, j'ose espérer qu'il y en aura un ou deux à Kinshasa qui penseront et qui pourront passer le message. Parce que j'en ai vu d'autres qui ont passé des messages par voie des médias. Ah, je vais rencontrer le président, et l'écho est parvenu au chef de l'État, il les a rencontrés. Bon, j'essaie un peu d'emprunter cette méthodologie. J'ose espérer que les choses pourront s'arranger, quoi. Espérons pour le mieux que les choses s'arrangent dans ce sens-là. Très bonne chose. Alors, quand nous parlons du Rwanda, comment vous interprétez la perte, il y a très peu ici, le Rwanda a perdu l'un de ses plus grands supports. Nous parlons d'abord du père de l'émir du Qatar, qui est décédé. C'est parmi les gens qui ont façonné le Rwanda dans les compagnies rwandaises, tout ça. Je veux dire, tout l'investissement du Qatar au Rwanda, c'est la famille Al-Thani, le père, qui en est responsable. De l'autre part, aux États-Unis, il y a un ami de Trump, le républicain de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, tout l'Amérique en parle. Ça, c'est un bouclier, en quelque sorte, qui est en train, n'est-ce pas, de supplier à Trump pour ne pas sanctionner durement les Rwandais. Est-ce que vous pensez que cette perte ici va au moins changer quelque chose sur le plan diplomatique américain? Dire que ça va changer quelque chose, je ne pense pas. Je pense que ça va plutôt faciliter la suite normale de l'action mise en œuvre depuis déjà quelque temps par le président Trump, son administration, en ce compris l'ambassade des États-Unis au Congo, pour accompagner, pour mener à bonne fin ce processus qui, j'ai dit tout à l'heure, n'est pas nouveau. Nous avons la jurisprudence, nous avons le précédent, nous avons de la résolution Cabot Lodge. Il s'agit pour nous de à pouvoir enrichir la démarche. Et vous me permettrez peut-être que j'ajoute un élément que je n'ai pas encore apporté, un élément religieux.
un élément religieux qui est ignoré au Congo. L'histoire du Congo telle que les Belges nous l'ont raconté, telle que que ceux qui étaient responsables à l'époque l'ont ramené au niveau de nos scolarités. On a tu, par exemple, le rôle extrêmement déterminant joué par ce qu'on appelait l'église presbytérienne au Congo. Cette église presbytérienne a joué le rôle, j'ai dit, le plus déterminant dans le salut du Congo. Dans le salut du Congo. Ça dit que vraiment, malheureusement, on n'en parle pas. L'église presbytérienne, ils sont à Kinshasa, il faut essayer de les identifier, il faut essayer d'être en contact avec leur relais américain. Et je pense que c'est des éléments qu'il faut apporter vraiment à la connaissance de tous. Déjà, en 1904, déjà, je veux prendre en 1990, quand deux pasteurs américains sont partis, comment dire, des États-Unis pour le Congo, pour l'œuvre de l'évangélisation au Congo. Et quand ils sont arrivés, à un moment donné, ils ont même amené, comment dire, un appareil Kodak, et ils ont filmé, ils ont filmé des atrocités perpétrées par la Belgique, le roi de Belge, avec le meurtre, le génocide de 15 millions de Congolais. J'ai dit bien 1890 à 1910. En ramenant ces photos, en ramenant ces témoignages, comment dire, aux États-Unis, l'église aux États-Unis, oui, quand l'église presbytérienne comme église a vu ces témoignages, eh bien, l'écho est remonté auprès du président, Roosevelt. Il y a eu plusieurs Roosevelt comme président. Mais là, c'était au niveau de... Le grand-père, oui, le grand, qui était avant, oui, dans cette époque-là. Qui était avant lui. Et lui est intervenu auprès du Sénat américain pour obtenir que le Sénat américain puisse clarifier la situation au Congo. Et quand ils se sont rendus compte, avec tout le relais qu'il y avait, notamment en Angleterre et ailleurs, sur les abominations, des atrocités perpétrées contre les Congolais, le Sénat américain a, je dis bien à l'unanimité. Quand je vois par exemple des gens comme Fayoulou qui vient aux États-Unis, démocrates, et ils pensent qu'en se mettant avec les partis démocrates, ils vont devoir, comment dire, avoir Kagame avec eux, avoir ceux qui dans les partis démocrates soutiennent Kagame, mais ils oublient que le salut du Congo n'était pas, les démocrates n'étaient pas contre. La totalité des sénateurs démocrates en 1904, la qualité des sénateurs républicains en 1904 ont adopté la résolution Cabot-Lodge qui a bloqué le génocide belge de 1980 à 1910. Donc, je dis, aujourd'hui, que nous allons prier Dieu pour qu'ils prennent leurs âmes en pitié. Mais j'ai dit, ces deux morts ne vont pas changer la logique, comment dire, la logique, la démarche a déjà été engagée au niveau du président Donald Trump. Et je pense qu'il a déjà le donné pour dans 15 jours. Nous voyons déjà comment au Rwanda on est en train de s'agiter. Des gens qui avaient dit qu'ils n'allaient pas, comment dire, se départir du Congo, ils sont aujourd'hui en train d'offrir, comment dire, des calendriers. Et je pense qu'il faudrait, nous allons obtenir du président Trump que ils ont donné, comment dire, des délais depuis très longtemps, et les autres ont voulu les narguer en leur disant ils ne quitteront pas le Congo. Je pense ici, il faudra vraiment mener cette affaire-là jusqu'au bout. Et Hitler, Adolf Hitler, en 40-45, les choses ne se sont pas arrangées par des caresses. Il y a eu le procès de Nuremberg, où les criminels contre l'humanité de la guerre mondiale, c'est-à-dire
Hitler et les autres. Hitler s'est suicidé, mais les autres ont été, jugés par un tribunal international, ont été condamnés, notamment condamnés à mort. Et je pense que c'est une interrogation que le Congo devrait pouvoir poser par rapport à la jurisprudence de 1945 avec le procès de Nuremberg par rapport au génocide qui a été perpétré. J'ai dit, si nous ne faisons pas ces choses-là, ça va être difficile pour nous de nous mettre en position pour évoluer. Que nous, même au Congo, nous avons des hitlériens, les Fayulu, les Katumbi et les autres, des hitlériens qui sont en train de tenir le génocide perpétré contre la population congolaise. Et en fait, quand viendra le Nuremberg congolais, à un moment donné, il faudrait qu'on désigne, la cinquième colonne, la troisième voie, que constitue l'étendue membres de la fameuse opposition qui aujourd'hui ne pense pas aux 100 millions de jeunes dont l'avenir aujourd'hui est tenu en échec, dont l'avenir aujourd'hui est incertain. Donc voilà un peu comment je peux orienter la réponse à votre question, par donner un meilleur entendement par rapport aux enjeux. Et je vais en profiter pour ajouter ceci. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu le bishop, on l'a plus sous l'étiquette de pasteur Ekofo. Mais j'ai dit, aujourd'hui, quand on parle du dialogue national véritablement intercongolais, j'ai dit, nous avons par exemple le discours du bishop Ekofo, qui constitue à lui tout seul, c'était un homme de Dieu. Monseigneur Moziliwa est décédé, mais aujourd'hui, nous avons le pasteur Ekofo qui a déjà apporté, une divergente par rapport à la Cinco et malheureusement les corrompus de l'Église catholique au Congo. Mais dans la mouvance Église catholique, dans l'Église protestante au Congo, nous avons des hommes de Dieu qui, je pense, ont donné au Congo la preuve de leur engagement, de leur solidarité, de leur compassion par rapport au peuple congolais. Et je parle ici du bishop qu'on a appelé pasteur Ekofo. Et je pense, là, je suis en train en fait de lancer une interpellation aux compatriotes qui sont engagés dans le processus en cours au pays. Et n'oubliez pas le bishop Ekofo, n'oubliez pas le pasteur Ekofo dans tout ce qui est affaire de main. Et je me dis, quand le chef de l'État viendra pour, présider le Conseil de sécurité, j'ose espérer que les services autour de lui puissent penser à rappeler un peu l'héroïsme du bishop Ekofo, de rappeler l'héroïsme de l'Église presbytérienne, parce que je dis une démarche du président de la République, les bons sentiments du président de la République par rapport à ces deux corps religieux sera quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire du pays, dans l'histoire du génocide que notre pays a connu il y a 140 ans passés et encore aujourd'hui. Alors, Jacques, je voudrais avoir ce que vous pensez. La Cinco, apparemment, elle n'est plaidée pour ce genre de personnes. Là, c'est Moïse Yalogabo. Cet homme a été à l'AFDEL, au RCD, au M23 bis et M23, je veux dire, d'aujourd'hui. Est-ce que la demande de l'Église catholique qui cherche à nous pousser à parler des gens comme ça, il était rwandais, autrefois congolais, là on les fait à point zéro, que ce soit les IA, que ce ne soit pas les IA. Quelle est votre interprétation de la démarche de la Cinco qui veut nous faire parler à ce genre de personnes?
Je veux vous donner mon point de vue à ce sujet. Et j'apprécie énormément, je l'ai dit 3 fois, je pourrais dire davantage, notre ministre des Affaires étrangères qui abat un travail extraordinaire. Extraordinaire, notre ministre des Affaires étrangères. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères, notre gouvernement, devait interpeller Rome, devait interpeller les services compétents proches du pape à Rome. Parce que ce que l'Église catholique et Sasenko sont en train de faire au Congo est extrêmement grave. Est extrêmement grave. On est en train d'amener comment dire, un peuple vers comment dire, une option qui ressemblerait à un crime contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au Congo une armée, nous avons une police qui a des missions comme toutes les polices, comme toutes les armées, et on ne peut pas voir des individus dont la prestance répond de l'Église catholique de Rome venir tenir des propos, adopter des attitudes, nous le voyons au niveau de l'Église catholique, à moins que l'Église catholique de Rome soit, comment dire, complice. Et j'ai dit, je suis vraiment surpris qu'au niveau de chez nous, nous taisons cela, nous acceptons cela. On ne peut pas accepter cela. Et aujourd'hui, que ce soit le cardinal Ambongo ou son secrétaire général de la Cinco, en fait, ils ne représentent que eux-mêmes. Ils sont là comme étant un peu les porte-étendards du drapeau que Rome leur a donné pour pouvoir présenter l'Église catholique au Congo. Mais s'ils doivent venir présenter l'Église catholique au Congo en essayant d'inscrire la jeunesse congolaise qui aujourd'hui a été clochardisée dans une logique, comment dire, de guerre civile, de génocide, j'ai dit, la responsabilité de l'Église catholique est engagée. Et j'ai dit, faisons très attention. Et je l'ai dit la fois passée, l'Église qui font ça, vous risquez de susciter des sentiments ou des états d'âme erronés auprès de la jeunesse qui peut réagir d'une certaine façon et Rome va regretter que voilà, le patrimoine de l'Église catholique est touché parce que personne parmi tous ces ne peut aborder le cardinal Mosengo pour lui dire ce que vous faites est anti-national congolais, est anti-congolais. Et je dis que le ministre des Affaires étrangères, j'imagine qu'il est pour le moment, comment dire, à New York, au Conseil de sécurité. Il peut de New York envoyer une lettre, comment dire, à Rome, les interpeller par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Que l'Église catholique se fasse partie prenante. Je n'ai jamais vu ça. Même à l'époque où j'étais président de la commission de stratégie de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Ce n'était pas notre président, notre chef de file, Étienne Tshisekedi, qui organisait les villes mortes, c'était moi. J'avais été élu pour ça et je le faisais. Et on n'a pas vu, on n'a jamais vu notre chef, le président Étienne Tshisekedi de Moulumba, venir dire d'une personnalité politique, d'un leader politique, civil. Et on a à l'époque, Monseigneur, nous avons installé comme président pour conduire les travaux du gouvernement intercongolais conférence nationale. On n'a jamais vu le cardinal Mosengo, et même avant lui, Malula, on n'a jamais vu même, comment dire, les autres qui ont précédé, s'avancer dans des aventures comme celui-là. C'est un gangstérisme que nous assistons, auquel nous assistons aujourd'hui au niveau de l'Église catholique. Et quand nous n'interpellons pas Rome, urbi et orbi, c'est-à-dire que le monde entier sache que le gouvernement congolais a interpellé l'Église catholique de Rome parce que cela voudrait dire que c'est l'Église catholique de Rome qui envoie ses envoyés au Congo provoquer, comment dire, une insurrection populaire, une guerre civile, en corrompant les gens, les jeunes avec de l'argent, en leur donnant de l'argent et les amener à pouvoir faire cela. Et j'ai dit, si quelque part, mon message, j'en ai envoyé un au chef de l'État, j'envoie un second, comment dire, au ministre des Affaires étrangères,
qu'on puisse vraiment interpeller en bonne et due forme. Et je pense que j'ai suivi le langage du ministre des Affaires étrangères. Elle a un langage vraiment châtié. Elle tient tous les égards en place, mais elle fait passer le message comme elle a l'habitude. Vraiment, si elle peut le faire, si éventuellement notre message peut être relayé, ça va être une très bonne chose. Alors, c'est une bonne chose que notre ministère des Affaires étrangères puisse saisir la balle au bon pour terminer cette question en saisissant, n'est-ce pas, le Vatican sur le comportement de ces prêtres qui sont en train de nous pousser à aller parler des gens comme ça. Des gens qui, après leur campagne, tuent le monde. Tuent les gens avec les drones, des choses comme ça. Ils instrumentalisent les gens de Minembwe. C'est compliqué tout ça. À moins que ce soit Rome qui leur demande de faire ça. Ben, je pense que à moins que le pape tout le bon Rome sens, leur demande, voilà, essayer de provoquer une guerre civile au Congo. Okay. C'est pas impossible, hein? C'est aussi possible. Monsieur Jacques Matanda, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de répondre à mes questions pour la tranche d'aujourd'hui. Ce n'est pas remise, nous avons plus de position quand l'évolution politique, quand la situation politique évolue au pays, on va toujours rentrer pour, n'est-ce pas, partager. Je vous remercie, donc à très bientôt et que Dieu bénisse son peuple au Congo. Merci bien. Les amis, ça c'était Jacques Mamboyo, notre analyste politique permanent d'Africa TV Network que nous recevons de temps en temps. Au revoir et à plus tard.